Et si, du jour au lendemain, la page coloniale était définitivement tournée, sans demander la permission de Paris? Imaginez un instant. En décembre 2024, l'Algérie fait ce qu'aucune nation africaine n'avait osé depuis des décennies. Pas de coup d'État, pas de manifestation dans les rues. Mais une frappe chirurgicale, silencieuse, là où la France est la plus vulnérable. Son portefeuille, son prestige et son contrôle sur l'Afrique. La France pensait avoir enterré le passé, effacé les blessures de la colonisation sous la poussière de l'histoire. Mais l'Algérie, elle, vient tout juste de l'exhumer, d'y apposer une facture et d'exiger le règlement immédiat. Ce geste n'est pas anodin. Il s'agit d'un coup légal, économique et symbolique, plus redoutable qu'un affrontement militaire ou qu'une crise diplomatique. Ce qui s'est passé révèle un secret vieux de 60 ans. Un talon d'Achille français, soigneusement caché derrière les discours de réconciliation. L'Algérie expose au grand jour une faille dans la puissance française en Afrique, une faille qui pourrait bouleverser l'équilibre de tout un continent et redéfinir la relation Europe-Afrique. Pour vous, ce n'est pas qu'une querelle lointaine. C'est un séisme qui pourrait toucher l'emploi, la stabilité économique, l'accès à l'énergie, la réputation des États et même la place de la France dans le monde. Rater ce basculement historique, c'est ignorer comment pouvoir, argent, mémoire et identité se recomposent sous nos yeux. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir, étape par étape, sur la nature du coup porté par Alger. Découvrons ensemble quel levier l'Algérie a actionné et pourquoi ce choix du timing fait trembler tout Paris. La décolonisation a-t-elle vraiment tout changé ou n'a-t-elle été qu'une illusion de rupture? Pour beaucoup, l'indépendance acquise il y a plus de 60 ans aurait dû marquer la fin de la domination française sur l'Algérie et l'Afrique. Mais en vérité, depuis 1962, l'influence de la France est restée omniprésente. La langue française demeure la langue de l'administration et des élites, l'économie et les contrats stratégiques sont restés entre des mains françaises, tout comme la gestion de ressources clés, du pétrole au gaz en passant par les infrastructures et les télécommunications. Cet ordre postcolonial, loin d'être accidentel, s'est bâti sur des arrangements économiques, monétaires et militaires, soigneusement négociés à l'ombre des indépendances. Le franc CFA, par exemple, lie encore 14 États africains à la Banque de France, tandis que des bases militaires, des accords de défense et une coopération culturelle assurent à Paris un rôle central dans la vie politique africaine. Le système fonctionne à bas bruit, à travers des réseaux d'influence, des contrats opaques et une préséance symbolique entretenue par la langue et les anciens cadres administratifs. Ces dernières années, la contestation s'est propagée au Sahel. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des régimes fragilisés ont tenté de bousculer cet équilibre. Expulsion de troupes françaises, dénonciation du franc CFA, reprise en main de ressources minières. Mais ces initiatives sont souvent restées isolées, ou ont été étouffées par la fragilité politique et la pression internationale. La France, confiante dans la faiblesse structurelle de ses anciennes colonies, a longtemps relégué ces mouvements à la marge, persuadée que jamais un État stable et prospère n'oserait s'attaquer à l'architecture post-coloniale. Mais voici que l'Algérie, forte de ses ressources, de sa stabilité relative et de son poids diplomatique, fait voler en éclats cette logique. Là où Paris pensait avoir verrouillé le jeu, Alger vient de déplacer toutes les pièces d'un seul coup, en lançant une offensive subtile mais déterminée, à la fois sur le plan juridique, économique et symbolique. Ne pas voir la continuité de cette emprise et les mécanismes discrets de la puissance française, c'est manquer la portée réelle du geste algérien. Car ce n'est pas seulement une affaire de drapeau ou de statut déboulonné, mais bien une remise en cause profonde de l'ordre établi depuis 6 décennies qui menace de faire tache d'huile dans tout le monde francophone. Mais ce que l'Algérie vient de faire va bien plus loin qu'un simple geste symbolique. Décortiquons maintenant la stratégie algérienne. Comment un pays, en s'attaquant d'abord à la langue et au droit, parvient-il à déstabiliser des décennies d'hégémonie française? Et si la souveraineté n'était plus un slogan, mais une arme juridique et économique? C'est exactement la stratégie de rupture que l'Algérie vient de dévoiler,
et qui frappe au cœur le dispositif d'influence français. Fini les discours creux. Place à une séquence où la loi, l'éducation et l'économie deviennent les nouveaux champs de bataille de l'indépendance réelle. Première frappe. Le français disparaît du système éducatif public. À partir de la rentrée prochaine, l'anglais devient la langue principale d'enseignement à l'école et à l'université. Un bouleversement total, car le français structurait depuis l'indépendance, l'élite, l'administration et le rêve d'ascension sociale en Algérie. En imposant l'anglais, Alger ne se contente pas d'ouvrir sur le monde anglo-saxon. Elle ferme la porte à l'influence culturelle et intellectuelle de Paris, transformant une ancienne marque de prestige en simple vestige du passé. Deuxième frappe. L'histoire coloniale n'est plus un terrain neutre. Une loi inédite vient d'être adoptée, criminalisant désormais toute apologie de la colonisation française. Désormais, qualifier cette période de progrès ou d'œuvre civilisatrice est considéré comme un crime contre l'humanité, passible de lourdes sanctions pénales. Cette loi s'applique aux médias, à l'université et même aux productions culturelles, interdisant toute réécriture favorable du passé colonial. C'est une attaque frontale contre le récit que la France s'efforce de maintenir depuis plus de 60 ans. Troisième frappe. L'économie n'est pas épargnée. Les grandes entreprises françaises comme Total, Renault ou Orange ont reçu un ultimatum sans précédent. Installer leur siège régional en Algérie, accepter une transparence financière totale, revisiter tous les contrats hérités de l'époque coloniale, ou quitter le marché. Plus de passe-droit, plus de transfert de capitaux discrets vers Paris. Ce message vise à reprendre le contrôle sur l'investissement étranger et à imposer les règles nationales sur des secteurs stratégiques longtemps dominés par la France. Quatrième frappe. Le nerf de la guerre. L'énergie. L'Algérie, l'un des principaux exportateurs de gaz et de pétrole du continent, renégocie tous ses contrats avec la France. Fini les tarifs préférentiels hérités du passé colonial, fini le paiement en euros. Désormais, seule la monnaie nationale, le dinar, est acceptée. Ce geste symbolique et économique coupe court à une dépendance qui profitait largement à Paris et force la France à repenser toute sa stratégie d'accès à l'énergie en Afrique du Nord. Chacune de ces mesures cible un pilier du modèle postcolonial, le récit historique, la circulation des capitaux, le contrôle des ressources et le prestige linguistique. En les frappant simultanément, Alger ne se contente pas de réclamer un nouveau respect. Elle menace de faire s'effondrer l'architecture même de la présence française en Afrique. Si cette stratégie de rupture aboutit, la France risque de perdre bien plus qu'un marché ou un partenaire. C'est toute sa place de puissance africaine qui vacille, avec des conséquences économiques, diplomatiques et symboliques majeures. L'effet domino pourrait submerger toute la zone francophone, car ce modèle algérien inspire déjà d'autres pays à remettre en cause l'ordre établi. Mais l'onde de choc déclenchée par l'Algérie dépasse largement la simple relation avec la France. C'est toute l'Afrique qui retient son souffle, attentive à la suite de cette révolution silencieuse. L'onde de choc algérienne peut-elle faire tomber tout l'édifice français en Afrique? Depuis la décision d'Alger, une question brûle toutes les chancelleries. Cette rupture va-t-elle devenir contagieuse? Les signaux sont déjà là. Au Sénégal, en Tunisie, au Tchad, des voix s'élèvent pour réclamer les mêmes mesures que l'Algérie. Changement de langue officielle dans l'administration et l'école, révision des accords militaires, contrôle accru sur les ressources nationales et sur les investissements étrangers, en particulier français. Dans toute la région du Sahel, la dynamique s'accélère. Après les expulsions des troupes françaises au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les gouvernements prennent le contrôle direct des mines d'or, d'uranium ou de phosphate. Les contrats passés dans l'opacité, souvent hérités de la période coloniale, sont renégociés, dénoncés, parfois purement annulés. L'influence française, déjà fragilisée, recule à vue d'œil. Le vrai danger pour Paris, c'est l'effet domino. Plus l'Algérie progresse dans son offensive juridique et économique, plus elle donne un précédent solide à suivre. Si elle parvient à imposer ses conditions et à regagner la pleine maîtrise de ses ressources, sa réussite deviendra un modèle. Les autres pays, inspirés, pourraient généraliser la remise en cause du système tout entier, fin du franc CFA, bascule vers l'anglais,
exigence de souveraineté totale sur les bases militaires et les flux financiers. La France se retrouve piégée dans une équation impossible. Céder aux exigences algériennes ou à celles d'autres pays reviendrait à ouvrir la porte à l'effondrement de l'ensemble de son influence en Afrique francophone. Mais résister, c'est courir le risque d'être isolé, voire rejeté, alors que la concurrence internationale, États-Unis, Chine, Turquie, Russie, est déjà à l'affût. Pour Paris, le pari est risqué. Perdre pied en Afrique, c'est aussi perdre du poids sur la scène mondiale dans les négociations énergétiques, économiques et stratégiques. Pour l'Afrique, l'enjeu est tout aussi historique. Tirer parti de cette fenêtre pour restaurer sa souveraineté, maîtriser ses ressources et redéfinir ses alliances. Pour la France, il s'agit d'éviter la relégation, la perte de prestige et l'asphyxie économique que représenterait la fin du précaré africain. Dans cette confrontation, chaque décision est lourde de conséquences pour l'emploi en Europe, la stabilité du continent africain, l'accès aux matières premières et même l'image de la France dans le monde. La question n'est plus de savoir si le modèle algérien va inspirer d'autres pays, mais jusqu'où cette contagion peut aller. Mais une inconnue demeure. Comment les sociétés africaines et les élites politiques vont-elles réagir face à ce nouveau rapport de force? Et Paris, a-t-elle encore une marge de manœuvre ou le basculement est-il déjà inévitable? La souveraineté a un prix, mais qui va vraiment le payer? L'Algérie a lancé le pari le plus audacieux de son histoire moderne, transformant son indépendance juridique et économique en un test grandeur nature, aussi risqué que fascinant pour le continent africain. La réussite ne viendra pas du seul rejet de l'influence française. Pour que ce pari tienne, l'Algérie doit prouver qu'elle peut attirer de nouveaux partenaires solides, comme la Chine, la Turquie ou les puissances du Golfe. Si ces alliances débouchent sur des investissements, de l'innovation et des emplois, et que les bénéfices touchent concrètement la population, alors la rupture pourrait devenir un modèle à suivre. Mais le revers est tout aussi brutal. L'échec guette si l'économie algérienne s'enlise. Des entreprises qui ferment, des jeunes privés d'opportunités, des tensions sociales sur fond de confusion éducative et d'isolement diplomatique. La transition vers l'anglais et le droit algérien ne suffit pas s'il n'y a pas de croissance partagée ou de stabilité retrouvée. La France, de son côté, hésite. Négocier discrètement pour sauver la façade ou bien affronter la question explosive des réparations historiques. Son prestige et ses intérêts économiques sont en jeu, mais aussi sa capacité à redéfinir ses relations avec l'Afrique sans humiliation publique. Pour les autres nations, le précédent algérien est à la fois un avertissement et une inspiration. Les lois votées à Alger, la réorientation éducative, l'exigence de contrôle sur les contrats et les capitaux, tout cela pose les bases d'un cadre exportable que d'autres États francophones pourraient adapter. La question n'est plus seulement linguistique ou symbolique, elle devient économique, légale et géopolitique. Car le vrai pouvoir est en train de glisser, de la force brute à la primauté du droit, de la langue imposée à la monnaie choisie, du récit historique au contrat négocié. Désormais, chaque État africain se retrouve face à un dilemme existentiel. Rester dans le giron, sécurisant mais contraignant, de la France, ou risquer l'affranchissement, avec toutes ses inconnues et ses promesses. Dans ce nouveau paysage post-colonial, la question n'est plus de savoir si la rupture est possible, mais à quelles conditions elle devient viable, et qui sera prêt à en payer le prix. Mais alors, face à cet effet domino qui menace de bouleverser tout le continent, comment les acteurs africains et européens vont-ils s'adapter à la nouvelle donne? La vraie rupture n'attend pas l'autorisation de l'ancien maître, elle s'impose. L'Algérie n'a pas cherché l'accord de Paris pour redessiner les règles du jeu, elle les a simplement changées. Ce mouvement, d'une précision chirurgicale, n'est que le début d'une recomposition qui dépasse de loin le simple cadre algérien. Ce que nous venons de vivre n'est pas une parenthèse, ni une provocation passagère. C'est le signal d'un basculement du monde, opéré non pas par les armes, mais par la souveraineté juridique, économique et symbolique. L'Algérie a ouvert la voie à d'autres États, qui observent avec attention et s'interrogent. Pourquoi pas nous? Face à cette offensive, chaque acteur, dirigeant, entreprise, citoyen, doit s'interroger sur sa capacité d'anticipation.
car ne pas voir venir ces transformations, c'est risquer d'être relégué, de perdre la maîtrise de son destin et d'être dépassé par une nouvelle dynamique mondiale où les anciens équilibres vacillent. Les conséquences seront réelles sur l'emploi, sur l'énergie, sur la stabilité régionale et sur la place de la France et de l'Europe dans le monde. Ignorer cette recomposition, c'est tourner le dos à la prochaine grande bascule de l'histoire contemporaine. Le coup d'envoi a été donné à Alger, mais la partie ne fait que commencer. Ce qui s'annonce, c'est une course entre l'adaptation et le déni. À vous d'observer, de débattre et de vous informer. Car ce qui vient de commencer ici ne s'arrêtera pas à l'Algérie.